Mambandi TV. Merci à vous, Mambandi TV. Merci, chers téléspectateurs de la chaîne leader Mambandi TV. Je m'appelle René Oukas-Gomis. Je suis le directeur du label culturel de production musicale et d'événementiel qui s'appelle Katakanam House. Je suis vraiment ravi de partager ce petit moment avec vous pour parler de l'immigration clandestine. Ok, ce qu'on peut retenir quand on parle d'immigration, forcément on parle de mobilité. Mobilité naturellement, hein, et chaque personne, tous les jours, il bouge. Maintenant, ce qui fait bouger la personne, il y a, je dirais même, il y a autant de personnes qu'autant de raisons. Chaque personne a une raison de bouger. Pourquoi je suis mobile? Et c'est ça la question de fond. Et maintenant, quand on doit analyser, on doit faire une analyse des causes profondes en utilisant l'arbre à problème. Hein, lorsqu'on fait une analyse des causes profondes de l'immigration, il y a plusieurs causes. Maintenant, sur le plan culturel, lorsqu'on remonte, je vais toujours me référer à la culture mondiale que je maîtrise bien. Lorsqu'on remonte un peu dans la culture mondiale, l'immigration à certains moments culturellement était un rite de passage. Le rite de passage, c'était quoi? À un certain moment, lorsque le jeune homme qui était grand, qui est passé par la case de l'homme et qui était dans les dispositions de se séparer de sa famille, de mettre en place disons sa propre famille, il y avait en ce temps-là ce qu'on appelle les poupates. Poupates, c'était quoi? C'était juste prendre la pirogue, aller ailleurs, travailler et revenir avec le fruit de ce travail pour montrer à ses parents que maintenant tu es assez mature pour pouvoir être indépendant. Donc culturellement parlant, on a eu à vraiment, il y avait toutes ces pratiques bien séries de passage qu'on a. Déplacer d'un point A vers un point B parce que j'ai des problèmes de santé. Et au niveau du point B, c'est là-bas où je peux avoir toutes les possibilités en termes de santé. Donc, il y a énormément de raisons qui font qu'aujourd'hui, les gens se déplacent. Maintenant, pour l'immigration clandestine, on a noté que depuis 2005, depuis belle lurette, vers les années 2000 et tout ça, on a vu un phénomène. Le phénomène, c'est quoi? Il y a vraiment une masse de jeunes qui quittent vraiment les pays de la sous-région pour aller vers l'Espagne, soit en empruntant la route du désert, en passant par le Niger, la Libye, ensuite aller vers la Méditerranée, prendre la Méditerranée, ou bien prendre la pirogue. Donc le phénomène de Barça au Barça. Les études ont montré de 2005 à 2019, il y a plus de 19 000 jeunes Sénégalais qui ont fait l'immigration clandestine. Donc cela, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes et les gens se demandent le pourquoi. Et selon les étudiants que je lis, surtout une étude qui a été commandée par la fondation Heinrich Böll Stiftung, on a montré qu'il y a vraiment un sous-bassement économique. Mais aussi, il y a des raisons politiques. Par exemple, au niveau de la sous-région, il y a des raisons politiques qui font que les gens quittent. Mais il y a aussi le fait que, sur le plan social et culturel, les jeunes qui sont désœuvrés ne se retrouvent plus dans une société qui est vraiment exigeante. Une société comme la société sénégalaise, une personne qui n'est pas productive n'est pas considérée. Donc les jeunes aujourd'hui n'ont pas, malgré qu'il y a ce forêt d'opportunités, mais les jeunes n'ont pas d'opportunité de s'épanouir. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui sur le plan social, ils sont obligés d'aller vers d'autres cieux où ils pensent qu'ils pourraient être des hommes. Oui, c'est ça. Il y a cela aussi. Et il faut aller puiser dans les relations entre nos gouvernants et les gouvernants. Les relations que nous avons. Aujourd'hui, on voit que la politique tellement pratiquée au Sénégal n'est pas, je vais dire, n'est pas sans conséquence, n'est pas étranger à cela aussi. Donc, on a vu qu'il y a, dans la pratique des politiques, ça pose problème. Aujourd'hui, les opportunités qu'on peut voir, qu'on propose aux jeunes en termes de travail, ça pose problème. Il y a le chômage qui est endémique, et tout le monde est d'accord.
Ok, et il y a les politiques qui font que la relation entre nos gouvernants et les gouvernés font qu'aujourd'hui, il n'y a pas de confiance. On n'a pas confiance. Maintenant, il y a l'autre chose aussi, nous sommes dans un contexte francophone. Et dans le contexte francophone, on pense que, par exemple, avec l'école, une fois qu'on a des diplômes, normalement, on doit pouvoir travailler. Donc, il y a ce manque entrepreneurial, qui n'a pas, cette philosophie entrepreneuriale qui n'a pas été inculquée très tôt aux jeunes. Et ça pose problème. À un certain moment, lorsqu'on arrive, on a des diplômes, on devient chômeur, on est bloqué parce qu'on n'a pas grandi, ou bien on n'a pas eu cette formation académique, cette formation entrepreneuriale très tôt. Mais maintenant, comme je l'ai dit, il y a autant de jeunes, autant de raisons. Le manque de confiance en soi, on peut le retrouver. Mais maintenant, qu'est-ce qui est derrière ce manque de confiance? Il y a tout un tas de circonstances qui font qu'on peut retrouver au niveau de la racine principale sur, disons, les raisons économiques et sociales. Donc, globalement, c'est ce que je vois. Donc, c'est ce que j'appelle l'épanouissement. Et lorsqu'on parle d'épanouissement, c'est beaucoup plus des raisons. Le soubassement est économique et socio-économique. Aujourd'hui, même si aujourd'hui c'est un effet de mode, si on pense que c'est un effet de mode, aller en France ou bien émigrer, c'est un effet de mode, mais le retour, pourquoi on va vers l'Europe? C'est quoi? C'est pour pouvoir avoir cette manne financière. Quand on revient, on investit au pays. On a la maison, on a une belle... Ça dépend. Parce que si on arrive en Europe, si on n'a pas les compétences. Déjà en Europe, il y a énormément de problèmes. Et le chômage est endémique. Il y a des gens qui sont très bien formés et qui ont du mal à trouver du boulot. Mais maintenant, il y a des boulots, par exemple, il y a du travail qui sont à la portée de tous ces gens-là. Par exemple, des gens qui n'ont aucun diplôme, mais il y a le travail manuel qui est là-bas. Maintenant, ce que j'ai constaté en Europe, par exemple, moi j'étais à Londres, j'ai fait mes études là-bas en 2005, j'ai constaté, à part le secteur de la culture et de l'art, il y a beaucoup d'Africains quand même qui ont réussi à s'insérer. Mais par contre, malheureusement, il y a beaucoup de nos frères aussi qui sont arrivés et qui ne comprennent pas le système européen, le système social, le système capitaliste, qui est durement capitaliste européen, et qui ont sombré, qui sont devenus des SDF. Et voilà, donc ils n'ont pas, qui sont devenus des gens qui passent la nuit dehors, dans des conditions vraiment difficiles. Vraiment difficiles. Mais toujours est-il qu'on ne peut pas généraliser. On ne peut pas vraiment généraliser parce que chacun a avec sa propre situation. Et la majorité, on voit que la majorité sont vraiment dans le système du débrouillardise. Parfois ils sont dans ça, ils sont dans l'autre chose 3 jours après. Mais toujours est-il que pour la plupart de ces jeunes qui sont là-bas, c'est mieux d'être là-bas que d'être ici. Aujourd'hui, les États africains ne sont pas fous. En 2018, la diaspora sénégalaise était deuxième en termes d'envoi d'argent, deuxième en Afrique de l'Ouest. À part le Ghana, la diaspora sénégalaise est vraiment une machine économique pour le Sénégal. Aujourd'hui, en Europe, qui se débrouille, il a beaucoup plus de possibilités financières qu'un jeune qui est là et qui se débrouille. Supposons ici, combien de jeunes qui se débrouillent ici peuvent avoir 2500 par jour? On peut les compter. Alors que ceux qui sont en Europe, ils sont bien organisés. Une fois que tu as un petit boulot, tu parviens à t'en sortir et revenir ici, investir au Sénégal, ça devient beaucoup plus... c'est moins compliqué, en tout cas en termes financiers. C'est dans le pays? Non, bon, ma thèse n'est pas de soutenir l'immigration clandestine, c'est-à-dire la mobilité. On ne peut pas restreindre la mobilité, c'est-à-dire on ne peut pas empêcher les gens de bouger. Ça, c'est naturel. Maintenant, oui, la mobilité, elle est encadrée. Pour moi, je pense que si on doit émigrer, il faut tout faire pour aller dans le créneau régulier. Parce qu'aller faire de l'immigration clandestine, non seulement il y a énormément de risques, mais aujourd'hui les jeunes sont convaincus. La première vague des jeunes qui ont fait l'immigration clandestine, quand ils sont revenus, les autres, ils ont vu ce qu'ils ont pu réaliser en si peu de temps.
Eux, ils sont convaincus que s'ils restent là, ils sont restés 10 ans, ils n'ont pas pu rien faire. Mais ceux qui sont revenus, par exemple, en 5 ans, ils ont pu réaliser énormément de choses. C'est là où je dis que dans la tête des jeunes, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Ils vont dire que mieux vaut être là-bas, vivre des conditions difficiles, que de rester ici et de vivre des conditions difficiles. Ici, c'est vrai que l'État est en train de faire énormément d'efforts par rapport à la jeunesse, mais il reste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse structurante. Les réponses de l'État ne sont pas culturellement viables. Les réponses de l'État ne prennent pas en charge des questions typiquement sociales. Parce qu'un développement ne saurait être un développement réel sans pour autant que les bénéficiaires qui sont les populations ne s'y retrouvent pas. Donc l'État doit, pour moi, l'État doit revoir sa politique d'emploi des jeunes. Ce n'est pas simplement l'emploi, mais c'est beaucoup plus son modèle économique. Le modèle économique sénégalais doit épouser les principes de la culture sénégalaise. Pour moi, je suis convaincu que sans la culture, il y a point de développement. Alors que le modèle économique sénégalais est calqué sur le capitalisme. Ça, c'est pas africain. On a nos mécanismes de développement qui sont endogènes. Et pour moi, par exemple, quand tu prends toutes les théories de chez Anta Diop, toutes les théories des Africains centriques africains, il y a lieu d'interroger nos pratiques endogènes et de les mettre en avant. C'est ce que j'ai dit. Hein? J'ai dit tantôt, je parlais de la conscience entrepreneuriale. Donc le système éducatif sénégalais est fait que il n'y a pas cette conscience entrepreneuriale qui est inculquée aux jeunes. Par exemple au Ghana, où je connais plus ou moins le système éducatif, là-bas, l'entrepreneuriat est déjà inculqué aux jeunes depuis l'âge de 5 ans. Aujourd'hui, nous sommes dans un espace francophone. L'idée globale, notre façon de faire, c'est quoi? Il faut aller à l'école. Tu as des diplômes, tu dois travailler avec tes diplômes. Mais l'État ne peut pas tout faire, ça c'est clair, c'est évident. L'État-providence est mort. L'État-providence est vraiment mort de sa belle mort. Mais aujourd'hui, malgré tout ça, on voit qu'il y a des gens qui sont entrepreneuriaux. Hein? Ils sont en train de faire leur propre business, ils s'en sortent, n'est-ce pas? Mais maintenant, l'État doit accompagner ces initiatives. Mais aujourd'hui, je donne un exemple très concret. L'État nous dit un retour vers la terre. Un retour vers la terre à un coût. Aujourd'hui, moi en tant que mangeac, depuis mon enfant, je suis en train de cultiver. Mais je cultive selon les méthodes traditionnelles. Et c'est très dur cette méthode. Rester du matin de 7h à 7h du soir. Et aujourd'hui, si l'État me dit qu'il faut aller retourner vers la terre, faire la même chose, là, je ne suis pas d'accord. Mais si l'État me dit qu'il faut retourner à la terre, il me permet d'avoir une maîtrise de l'eau, avoir un forage et construire tout ça. Il m'ouvre des marchés, il subventionne par exemple des semences comme il le fait d'ailleurs, mais ça reste encore. Là, je suis chaud. Moi, aujourd'hui, j'ai mes terres, je veux investir sur mes terres. Mais l'accès à la banque, déjà, pour faire un prêt avec un taux de remboursement de 14%, ça pose problème. En Europe, ils sont maintenant vers les 0% en termes de remboursement. Aujourd'hui, tu prends l'ADER, tu prends les institutions de l'État, de financement de l'emploi des jeunes, ça pose problème, n'est-ce pas? Mais sur le plan culturel, c'est pour cela que j'expliquais, j'ai campé le débat en prenant l'exemple de la communauté manjac. Quand on parle Poupat, culturellement, au début c'était juste un rite de passage. C'est-à-dire quelqu'un qui voulait être indépendant, qui part ailleurs, qui travaille, qui revient avec le fruit de son travail pour dire que moi je suis responsable maintenant, voici le fruit de mon travail. Et culturellement, à un certain niveau, après les générations, c'est devenu une concurrence. Parce que chaque maison, chaque famille va avoir quelqu'un qui est à l'extérieur pour pouvoir être une source de financement pour les projets de la famille. Aujourd'hui, dans chaque maison, dans chaque famille Mandiakou, tu vas avoir quelqu'un qui est napat, c'est quelqu'un qui est à l'extérieur, qui travaille pour la famille. Et maintenant, s'il y a des familles qui n'ont pas, des personnes qui sont à ce niveau-là, qui peuvent être une source de financement pour les projets de la famille, ça pose problème. Ils vont mettre de l'argent ensemble et essayer de l'envoyer. C'est une pratique qui se fait non seulement dans la communauté manjac, mais on le retrouve aussi par exemple dans la communauté Soussou, dans les autres communautés, ça se passe comme ça. Donc sur le plan culturel, vraiment c'est un mécanisme qui est là,
qui est culturellement, qu'on a hérité depuis des générations et qui continue. Ça, est-ce qu'on peut casser ça? Est-ce qu'on ne peut pas casser ça? Bon, maintenant, je pense qu'il y a aussi un niveau de conviction. Une personne, c'est là d'où la notion de patriotisme, aimer son pays. C'est-à-dire, je pense que c'est une notion qui se vit à un niveau individuel. Moi, je peux dire que moi, en tant que René Gomis, je préfère rester au Sénégal malgré toutes les difficultés, faire de mon mieux pour s'en sortir. Il y a beaucoup de jeunes qui le font, hein? Et c'est vraiment du patriotisme, hein? C'est ça. Mais culturellement, sur le plan culturel, on voit bien que bientôt. Ok, moi il y a une histoire malheureuse qui m'a beaucoup touché. C'est un de mes neveux qui, comme tu l'avais dit, qui avait tout. Il avait, son père l'avait laissé avec un champ d'anacarde, avec des terres, tout ça. Et le gars, ne serait-ce qu'avec une campagne d'anacarde, simplement, il pouvait sortir avec 3 millions. Il a laissé sa femme qui venait juste d'accoucher. Il a laissé les terres de son papa, tout le champ de son papa. Il a pris la pirogue, il est parti. Malheureusement, il est décédé. Et là, quand on est en face de ce type de situation, on se pose des questions. Le pourquoi. Pourquoi ces jeunes, peut-être qu'il y avait un début, un très bon départ, a préféré tout laisser pour aller presque se suicider. Il y a plusieurs causes. Donc, nous, ce que nous faisons au niveau du label, c'est juste essayer de comprendre ces causes. Mais on sait qu'au niveau de la communauté mandjiak, il y a un mécanisme culturel et social qui encourage cela. Donc, nous, à notre niveau, au niveau du label, ce que nous faisons, et vous allez le voir dans la seconde édition du festival Undima Mandjiak Ouara que nous allons mettre en place, nous allons travailler sur un programme de leadership féminin. On sait que dans ce mécanisme culturel et social qui encourage cette émigration clandestine, la femme mandjiak joue un rôle d'influenceuse. Et nous, dans le programme de leadership féminin que nous allons mettre en place, nous allons traiter de la thématique de l'émigration clandestine. Capacité, ces dames leaders, pour qu'à leur retour, au niveau de leurs associations, qu'ils puissent être des leaders, mais aussi des relais qui vont apporter, disons, qui vont apporter les réponses par rapport à ça, qui vont faire de la sensibilisation communautaire. Moi, pour moi, je ne suis pas contre l'émigration, mais il faut émigrer légalement. Parce que l'émigration, c'est un fait, c'est une réalité. On ne peut pas empêcher l'émigration. Mais aujourd'hui, il y a des lois qui encadrent l'émigration. Pour moi, ce qui veulent... mon message pour la jeunesse africaine en général et la jeunesse sénégalaise, je dis que l'avenir du monde, c'est en Afrique. Restez chez vous. Il y a énormément de possibilités. Ouvrez-vous, organisez-vous, vous allez réussir chez vous. L'Afrique, c'est l'avenir. Restez au chien. Baïtigi Mandjaku, kupati bi mangal njewite di kupati. Wekon chari batasa, ipendu chaku ya ubabu. Ngal pu yow babu yande bugabu chola chi. Ochimi yele ku ya bugabu chol keme kalon kandewu chiti du babu. Ma pu jeji nawa ku yanda ram ku paniti Afrique kuma ku bandu babu. Mais danger risque mais il peut ci buga play ah don jaka dinji ni lamba tu do ko maintenant Afrique ci avenir monde play ya forsi putoti njaka ka njaka yi a forsi puti njaba njaku njame do len kon du koy tan adu ko ci nja bu bo fleur bu mobler yi biki meki bu tiju me bu jeju mew maintenant non que tout di Kandeer Mandjaku. Ba Touba ko maintenant je organise ba yenn gol. Je poursuis pour réussir l'Afrique. Tout message. C'est ma mbok jeunesse africaine, particulièrement jeunesse sénégalaise. Bëgg naa leen wax daal nekk fii Afrique mooy avenir adduna bi. Nekk Sénégal bi tekki Sénégal c'est possible. C'est très possible. Lu des daal mais nañu organiser bañ xaar lépp ci nguur gi ku nekk daal
ak fi nga toll ak fi nga nekk am nga li nga mën boobu mu noonu la yóbbu fu sore loolu laa leen di wax bëgg a tukki taxul nga tekki boo bëggee tukkee kenn mu terale tukki mais jaaral si yoon boo mënul jàppal ne fii Afrique fii Sénégal mën nga tekki mbaɗi mandinkol fondinkel mba konton ñin diyamuɗo ñin kacca lafta doron fondinkel yaalon Afrique jang Sénégal jang ni siita jang iɓe fansotola ni lafta bola mol ɓe ka bole bari silo beto ta ni mew o hadye soto ni siita jang iɓe fansotola muna tuta doro nga ñom bulo muta nga ñom bo mula bulo muta ni londo be ni molya ke dula killing wo londo be molya soto mais fan nafa bi jang Afrique nafa bi jang Sénégal lefta wala fo na parentis misi konta boss Africa yel avenir bi des mondes subu misi bay toma caminho que certo que le sike pudi certo sinta subu sinta li buna pudi subu pudi bu pudi tem Africa que avenir de mundo no sinta no tatapa ya kusa son que fica quando panyanguto kil kusa studi que no tene no puino son cariba no pudi sinta li na Africa no tene di nos Africa e di nos sino ko fasi kila uturu skina saila na fore etebi e toma a nos dinos eteleba ma sino sinteli no pudi tene di nos. Donc chers amis les jeunes, ne désespérons pas de l'Afrique, ne désespérons pas de notre propre pays. Nous sommes les acteurs de notre propre développement. Nous sommes l'avenir. Et l'avenir c'est maintenant, c'est pas demain. En chacun de nous, il y a un océan de possibilités. Exploitons toutes ces possibilités que nous avons.